Bonjour à tous et bienvenue dans cette agora consacrée à l'adaptation de l'achat hospitalier pendant la crise Covid. Pour en parler, deux invités aujourd'hui. Le premier est avec nous, mais de loin, Bruno Carrière, directeur d'UniAchat, Union des hôpitaux pour les achats, et puis Dominique Legouge qui est lui dans notre studio, directeur du RESA, le réseau des acheteurs hospitaliers. Bonjour messieurs et bienvenue ici avec nous. Avec la crise générée par la pandémie, l'approvisionnement en équipements indispensables pour les hospitaliers et tout le personnel soignant est en tension. Il est compliqué de se fournir des gants et d'après les experts, la pénurie va être durable, voire s'aggraver. Au début de l'épidémie, la demande en gants a été par exemple multipliée par 4. Les fabricants ont du mal à faire face à la demande et les prix bien sûr se sont envolés. C'est pourquoi le RESA et UniAchat ont créé le consortium Réunis avec pour objectif dans un premier temps la fourniture de gants. Réunis propose à tous les établissements sous forme d'abonnement mensuel pendant une durée limitée, propose ces gants justement, ces fournitures, et le consortium espère maintenant pouvoir aider à la fourniture d'autres équipements. Où en est aujourd'hui ce renflouage? Comment aider efficacement les établissements de santé dans un contexte mondial fortement perturbé? Quels sont les premiers résultats des actions de Réunis? Ce sont les questions que nos invités vont aborder maintenant avec Alexandre Moquedé qui est responsable du pôle offre de soins à la FHF. C'est parti. Bonjour à tous et merci d'être présents. Merci Bruno Carrière d'avoir accepté cette invitation. Merci à Dominique Legouge également. On va commencer tout de suite avec la première question que je vous adresse à tous les deux. Comment avez-vous vécu cette crise du côté des centrales d'achat, Dominique? Je vais peut-être répondre en premier. Donc le vécu côté RESA, des équipes du RESA était différencié suivant les différentes vagues de la crise épidémique. Ça a été difficile pendant la première vague parce qu'il a fallu tout d'abord complètement réorganiser le fonctionnement de la centrale d'achat et du RESA pour devenir quasiment 100% digital du fait des effets du confinement. Et puis nous avons eu à gérer énormément de projets dans un contexte de calendrier très contraint, pour ne pas dire en urgence. Donc il a fallu, je dirais, assurer la continuité d'approvisionnement des établissements qui avaient un marché avec la centrale d'achat. Donc travailler avec les industriels qui ont bien réagi pour garantir au maximum les livraisons qui étaient prévues. Il a fallu trouver de nouvelles sources d'approvisionnement, soit pour apporter des quantités supplémentaires, parce qu'il y avait une flambée de la demande sur certains équipements, notamment les équipements de protection individuelle, mais aussi pour répondre à de nouveaux besoins, comme les admissions à distance, les visières de protection, etc. Nous avons aussi eu à gérer des achats liés à des dons d'entreprises. Par exemple, on a acheté plus de 110 échographes portables suite à un don d'une grande entreprise d'assurance. On a été amené à informer de façon très régulière nos adhérents, donc via des flash infos spécifiques Covid. Et puis, on a aussi, je dirais, eu pas mal d'actions pendant cette première vague en lien avec le ministère de la Santé. Donc, on a été amené avec les experts logistiques du RESA à appuyer à la demande de la DGOS à la fois les agences régionales de santé, les groupes hospitaliers de territoire, dans la distribution de l'ensemble des EPI de la première vague. Donc, via un dispositif qui s'appelait Headlog, donc qui visait à optimiser les dotations qui étaient fournies aux à peu près 30 000 établissements concernés par ces distributions, par les établissements en support de GHT. Et on a aussi apporté de l'expertise à la cellule de crise du ministère, notamment sous la forme de mise à disposition de pharmaciens, quand il y a eu des pénuries en matière de médicaments, notamment pour les services de réanimation, tout ce qui était curare notamment, Donc la première vague de Covid assez difficile parce que beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses en urgence et dans un contexte un peu déstabilisant et déstabilisé d'organisation. Et par la suite, on a appris à travailler dans l'urgence, donc on était structuré. Donc on a pu un peu stabiliser la façon de faire. Donc d'un côté, les établissements ont repris un peu leurs achats normaux, parce que
l'activité hospitalière a repris après la première vague Covid. Il y a pas mal de retard à rattraper notamment. Donc, ce qui fait que quand on a fait le bilan, là récemment, on vient de clôturer l'exercice 2020, voilà que le volume d'achat de la centrale d'achat du RESA a augmenté d'à peu près 20% en 2020. Donc il y a eu un ralentissement de l'activité, mais il y a quand même une croissance en termes d'achat, puisqu'on va atteindre 1,5 milliard d'achats. On a continué à produire des gains sur achat pour les établissements, à peu près à hauteur d'une soixantaine de millions. Et puis après, bien évidemment, et on aura l'occasion sûrement d'y revenir, on a structuré un petit peu notre travail en matière de gestion des approvisionnements qui étaient en tension à travers le consortium réuni qu'on a mis en place avec UniHA. Voilà, donc un vécu assez tranché, une première vague très déstabilisante avec énormément d'actions, d'interactions avec les établissements. Et puis à partir de la fin de la première vague, donc une structuration déjà plus solide pour faire face à l'urgence de la situation et notamment à travers le consortium qu'on a mis en place avec Bruno Carrière et UniHA. Effectivement, ce séquençage est important. La crise n'a pas été uniforme, on n'a pas vécu exactement la même chose de mars à novembre. Il est fondamental de distinguer plusieurs périodes. Bruno Carrière, est-ce que vous avez également ce ressenti de distinguer plusieurs périodes, pardonnez-moi, et comment l'avez-vous vécu du côté d'UniHA ? Je confirme ce qui vient d'être dit. D'abord, bonjour à tous, pardonnez-moi. Je confirme donc ce qui vient d'être dit. Je trouve que cette année 2020 a été un extraordinaire stress test pour nos organisations. Il a fallu redéployer des équipes, basculer dans un univers complètement digitalisé. On a expérimenté des choses qu'on envisageait de conduire dans les prochains mois ou les prochaines années. Et on a accéléré le dispositif, le numérique. On a créé un site de e-commerce, un certain nombre de choses. On a accéléré une transformation de l'ensemble du dispositif. On a inventé même une relation différente avec les représentants des hôpitaux. Et donc ça, c'est clairement une nouveauté de l'année 2020. Il y a eu l'époque et la période de printemps où on était un peu à l'aveugle. Il fallait trouver des espaces de synchronisation et de coordination avec l'initiative que portait l'État. N'oubliez pas, par exemple, qu'à partir du moment où l'État réquisitionnait l'ensemble de la production de masques, de fait, on n'est pas intervenu sur ce sujet. Donc on est intervenu de manière complémentaire, parfois à la demande du ministère, comme ça vient d'être expliqué. On a également renforcé et aidé les équipes qui travaillaient au sein du ministère de la Santé. Nous avions à peu près 5 personnes détachées auprès de ces équipes. Et puis, à la rentrée, on est rentré effectivement dans une nouvelle phase avec l'épisode réuni dont on reparlera. Mais en plus de ça, on a essayé de construire quelque chose qui pouvait être le prochain besoin que les hôpitaux, dont les hôpitaux parleraient. Et donc ça, c'est la nouveauté de l'automne. Et maintenant, on est véritablement dans une phase d'anticipation. C'est-à-dire qu'on essaye de deviner quel sera le prochain sujet pour que la réponse que l'on va construire soit parfaitement ajustée en termes de contenu, en termes de timing, avec les besoins des hôpitaux. Effectivement. Merci beaucoup pour cette réponse. Ce que j'entends, c'est effectivement donc ce séquençage fameux dont on parlait tout à l'heure, mais également une adaptation très forte de vos organisations au cours de la crise. Un défi qui m'est apparu, et je voudrais savoir si vous le partagez également, c'était celui du sourcing notamment. Quelque chose qui, entre autres, parmi les fonctions logistiques, n'était peut-être pas bien appréhendé par les établissements et dont la pertinence et dont l'importance est apparue a éclaté même aux yeux des responsables hospitaliers au cours de cette crise. Est-ce que vous avez eu cette perception également sur l'importance du sourcing, sur les pièges qu'il a fallu éviter et les nouveaux outils qu'il a fallu déployer sur cette question particulière, Bruno Carrière par exemple? Alors d'abord, très clairement, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on avait déjà identifié. N'oubliez pas que la question de la rupture d'approvisionnement sur les produits de santé, les médicaments notamment, est quelque chose qui dure depuis plusieurs années, qui s'amplifie. Et donc, c'est une interrogation perpétuelle pour les équipes d'acheteurs pour essayer effectivement de trouver des alternatives ou des sources complémentaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est rémanent à l'activité d'acheteur dans le secteur hospitalier.
Deuxième élément, alors on l'a un peu découvert, mais fondamentalement on l'avait déjà identifié, il y a des risques qui sont liés à l'organisation économique des approvisionnements des systèmes hospitaliers. Si on prend l'exemple des équipements de protection individuelle, c'est un marché qui est très mondialisé et très globalisé, avec des sites de production qui sont éloignés, donc avec des risques qui sont avérés sur ces sites de production, et des interlocuteurs qui en France sont des distributeurs. Et donc, quand vous avez en face de vous un marché de distributeurs, ça nécessite des politiques achats qui sont un peu différentes. On avait déjà identifié ces risques, on avait commencé à réfléchir à ces modalités, mais là, les événements nous obligent à aller beaucoup plus loin. Et on reparlera des conclusions que l'on porte avec réunis sur ces questions. Vous verrez qu'il y a des enseignements et des modalités qu'on a effectivement construites qui sont directement tirées de la crise. D'accord, effectivement. Dominique Le Gouge. Oui, donc je suis tout à fait en ligne avec ce que vient de dire Bruno Carrière. Simplement en complément, voilà, le rôle qu'on a eu à travers les centrales d'achat, que ce soit RESA ou Uniachat, c'est de vraiment aussi jouer un rôle de tiers de confiance en matière de qualité, notamment sur le sujet des approvisionnements en équipement de protection individuelle, parce que les établissements hospitaliers, même nous-mêmes, étions submergés de propositions, de fournitures de masques, etc. Et donc, tous les produits qui étaient proposés n'étaient pas forcément de qualité. Donc, il a fallu être très vigilant. Et je pense que, voilà, en termes de tiers de confiance sur la qualité de ce qui était proposé, le sourcing qu'on a réalisé, que ce soit du côté du RESA ou du Uniachat ou commun sur les EPI, a été voilà, une source de fiabilisation aussi des approvisionnements des établissements. Hein. Et puis, comme disait Bruno aussi, on est habitué sur les sujets qui ont été en tension d'approvisionnement de travailler beaucoup avec des distributeurs. Et c'est vrai que cet écran entre les distributeurs et les fabricants, il a fallu un peu le travailler pour être un peu plus en relation directe avec les fabricants eux-mêmes, hein, mais dans un contexte très perturbé. Donc là, ça a renforcé, je pense, les capacités de nos deux organisations à faire un sourcing extrêmement professionnel et qui aille même au-delà de nos interlocuteurs habituels, quoi. Et justement, vous commencez à évoquer ce consortium réuni qui est assez inédit, il me semble. Hein. Alors peut-être qu'il y a eu d'autres expériences, mais je n'en ai pas connaissance. Mais ce consortium vraiment inédit, est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment est née cette idée, dans un premier temps? Bruno? Alors l'idée, elle est née d'une rencontre, d'une discussion qui est née au plus fort de la crise au printemps. En fin de compte, ce qui guide Uniachat et RESA, c'est le service aux hospitaliers, ce qui le différencie aussi peut-être d'autres organisations, puisque notre raison d'être, elle vient, notre légitimité, elle vient du système de santé. Et donc, au printemps, on a fait une proposition au ministère de la Santé pour travailler ensemble sur les sujets qu'il souhaiterait et qui seraient à son initiative. Ça a été fait au mois d'avril, pour ne rien vous cacher. Et très rapidement, dans les semaines qui ont suivi, le ministère nous a demandé de commencer à travailler ensemble sur un certain nombre de modalités. Alors, on a commencé par des surblouses textiles en alternative de la pénurie des surblouses à usage unique. Et de fil en aiguille, on a fait grandir le périmètre et le portefeuille. Je souhaite aussi revenir en arrière parce qu'il y a un élément qu'on n'a pas cité qui est important. Dans la période que l'on a connue, vous avez tous entendu parler des batailles sur les tarmacs des aéroports de masques ou de choses comme ça. Oui. Pour bloquer des volumes de production, il fallait qu'on fasse des avances. Et sur le sujet des EPI, les avances que l'on a déclenchées à la commande, c'est à peu près 50% du coût total de l'opération. Et si on n'avait pas trouvé un partenaire, un banquier qui nous accompagne sur ces sujets-là, on n'aurait pas été capable de bloquer et donc d'approvisionner les hôpitaux. Ça, c'est une dimension qui n'est pas connue, mais qui est véritablement la nouveauté de l'année. C'est-à-dire que RESA et Uniachat, on doit s'adosser à des financiers qui nous apportent effectivement et qui nous permettent de porter la trésorerie entre le moment où on fait la commande et le moment où le produit arrive dans l'hôpital et que l'hôpital le paye. Donc il se passe parfois à peu près 4 à 5 mois. Et donc ça, c'est quelque chose qui est complètement internalisé autrefois chez les distributeurs. Mais si on n'était pas capable de faire des avances à hauteur de au moins 50% ou organiser des délais de paiement rapides, jamais nous n'aurions eu des gaz, des masques, des gants, des surblouses, enfin,
tous ces éléments que vous connaissez. Même chose pour des respirateurs, même chose pour d'autres modalités sur lesquelles on a travaillé. D'accord. Et quelles sont donc, je me tourne vers Dominique cette fois, les modalités, comment ça marche en fait justement un consortium réuni? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Un consortium, donc, c'est un contrat qui est passé pour mener des projets en commun entre les deux organisations que sont le RESA et UniHA. Donc on a des réunions régulières de pilotage un peu des projets qu'on mène en commun, qui ont lieu à un rythme hebdomadaire et qui associent des représentants des équipes de chaque organisme. Et en sachant qu'on a travaillé, comme disait Bruno, sur deux grands sujets. Des sujets d'achat d'équipements de protection individuelle, et notamment de gants, puisqu'on a acheté à peu près 400 millions de gants, donc ça a représenté des sommes à avancer assez considérables, comme le disait Bruno Carrière tout à l'heure. On a aussi travaillé en dehors du sujet des EPI, sur l'approvisionnement en tests antigéniques des établissements hospitaliers, et à la fois pour répondre aux besoins du ministère et aussi de certaines régions qui souhaitaient lancer des campagnes de dépistage. On a dû acheter quelque chose comme 17 millions de tests antigéniques, donc c'est quand même assez considérable. Et là aussi, voilà, il y a tout un mécanisme de financement qu'il faut trouver pour pouvoir mettre en œuvre ce type d'opération. Et puis un projet qu'on a géré aussi, qui n'a pas encore été mentionné, c'est la création d'une plateforme informatique et logistique de distribution des équipements de protection individuelle qui sont dans le stock de l'État et qui permettent, au cas où une tension sur les EPI survienne à nouveau, de diffuser en flux poussé quelque part aux 30 000 établissements concernés, du public et du privé, l'ensemble des équipements de protection individuelle. Donc ça, c'est un gros projet qu'on a mené avec le groupe La Poste et à travers Réunis. Donc voilà, donc aujourd'hui on travaille sur une base contractuelle et qui a un mode assez souple qui permet voilà, d'avoir une agilité pour gérer les projets et puis d'élargir éventuellement les sujets qu'on est amené à traiter ensemble à travers Réunis. D'accord. Et vous le qualifieriez plutôt de dispositif de crise ou de dispositif qui pourrait avoir vocation à être pérennisé, ce consortium? Alors, avec Bruno Carrière, enfin je parle sous son contrôle, mais ça fait partie de la convention qu'on a signée dans le cadre du consortium. On a décidé de s'engager dans une politique d'achat commune désormais sur les équipements de protection individuelle. D'accord. En se disant qu'il fallait réunir les forces des deux organismes pour atteindre une taille critique en termes de moyens et d'expertise suffisante pour voilà, avoir une politique d'achat qui permette à la fois de répondre aux besoins en temps normal et de monter en charge en cas de crise. Donc là, c'est un sujet où on a décidé de ne plus avoir de politique d'achat différente. C'est déjà un beau sujet, et puis après, on verra en fonction des thématiques qui vont arriver dans l'après-crise, si on élargit ou pas les sujets de coopération. D'accord. Alors je voudrais poursuivre un petit peu justement sur le consortium avant qu'on passe à la plateforme, parce que c'est aussi un dispositif extrêmement intéressant. Mais sur le consortium, il existe depuis septembre, c'est ça? Environ, Bruno Carrière. Non, il a été créé au début de l'été. Oui. Au début de l'été. D'accord. Et quels sont ses premiers résultats pour le moment? Est-ce que vous avez beaucoup d'établissements qui ont adhéré? Voilà, quel premier bilan, entre guillemets, tirez-vous de l'existence de ce consortium? Écoutez, le premier bilan que je ferai, c'est si vous avez des tests et des gants dans les hôpitaux, c'est grâce à Réunis. Et aussitôt, et aussi rapidement. Enfin, je vous le dis parce que fondamentalement, c'est les sujets sur lesquels on a été présent et sur lesquels on avait avancé. Pour faire le lien entre le moment de la crise et demain, il faut bien avoir en tête ce qu'on a exposé tout à l'heure, c'est-à-dire l'évaluation de la qualité du produit. Ça devient complètement stratégique et essentiel. UniHA seul ou RESA seul ne peuvent pas porter à eux seuls des outils, des processus, des équipements, des équipes, hospitalières ou pas, qui leur permettent d'avérer la qualité des produits qui sont distribués. Ça, c'est essentiel à comprendre. Et donc l'intérêt de Réunis, ça peut commencer déjà demain pour s'approprier ces éléments et pouvoir effectivement être plus pertinent, plus perspicace dans les offres dont on fait l'objet aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est qu'en fin de compte, comme on est capable d'agréger des quantités de produits qui sont très importants, on devient un interlocuteur dans
dans des processus qui sont très en amont de l'activité traditionnelle de l'achat. Et aujourd'hui, on est devenu un interlocuteur dans des processus de réindustrialisation et on engage des discussions avec le ministère de l'Industrie et des industriels qui ont des projets d'installation et d'investissement en France. Je vais prendre l'exemple des gants parce que c'est celui qui est probablement le plus pertinent aujourd'hui. Il n'y a pas en Europe un site de production de gants. Ça n'existe pas. L'intégralité de la production des gants vient de pays du sud-est asiatique ou de Chine, éventuellement un peu de Maghreb, mais pas nécessairement aux caractéristiques techniques ou de qualité qui sont attendues par les professionnels de santé. Nous avons donc aujourd'hui une discussion avec un industriel français sous l'égide du ministère de l'Industrie et du ministère de la Santé pour permettre à un projet industriel de naître et de vivre sur cette production. Ça suppose que les hôpitaux s'engagent sur des quantités d'achat dans la durée, qu'on porte éventuellement la période qui nous sépare de l'ouverture de cette usine et des premières livraisons. Et donc là, on est devenu un interlocuteur du tour de table d'un projet industriel au même titre que des banquiers, des financiers. Et ça, c'est parce qu'on est réunis, qu'on a aujourd'hui une force de frappe qui est établie et installée. Et ça ouvre des opportunités qu'on n'avait pas aujourd'hui. Effectivement, un caractère extrêmement stratégique. Vous participez à la réindustrialisation de notre pays et à la réappropriation de nos moyens de protection individuelle qui, comme la crise l'a montré, revêtent une importance fondamentale tous les jours dans la vie de nos établissements. Merci beaucoup pour ces éléments. Dominique, j'aurais voulu vous parler un petit peu plus, ou plutôt vous entendre un petit peu plus sur ce dispositif du coup de crise qui peut être cette plateforme, c'est ça, informatique, oui, qui peut être mobilisée. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que je ne sais pas si c'est bien connu des établissements encore ce dispositif-là. C'est une plateforme qui est à la fois informatique et logistique, hein, donc qui permet aux établissements, donc elle s'adresse à 30 000 établissements, hein, donc l'ensemble des établissements du secteur sanitaire, médico-social ou social, qui soient publics, privés non lucratifs ou privés. Et la vocation de cette plateforme, c'est sur laquelle les établissements doivent s'inscrire, hein, les 37 000 établissements doivent s'inscrire pour sécuriser quelque part les mécanismes d'approvisionnement. Et donc cela leur permet, si l'État estime qu'il y a une tension d'approvisionnement sur les équipements de protection individuelle, qu'il n'y a pas pour l'instant, parce que comme le disait Bruno, voilà, on approvisionne, même il y a quelques petites tensions, mais on arrive quand même à approvisionner les établissements de façon assez régulière via Réunis. Cette plateforme permettra, si à un moment donné il y a une pénurie d'équipements, d'utiliser les stocks stratégiques de l'État en permettant aux établissements de recevoir des dotations qui seront calculés selon un algorithme assez complexe et qui correspondent exactement à leurs besoins d'équipements de protection individuelle. Mais c'est un dispositif assez lourd dans la mesure où la plateforme doit être sécurisée, pouvoir accueillir 30 000 établissements, pouvoir gérer les livraisons de ces 30 000 établissements, et elle est adossée à une plateforme logistique qui est en Seine-et-Marne, et les prestations sont réalisées par le groupe La Poste. Hein, donc, parce que pour être capable de diffuser de façon extrêmement rapide au fin fond, je dirais, d'un département, une maison de retraite en équipement de protection individuelle, il faut avoir une capillarité très importante et une capacité de diffusion et de distribution efficace. Donc voilà en quoi consiste de façon très générale donc cette plateforme informatique et logistique qui s'appelle Distrilog Santé et donc qui est gérée par Réunis pour le compte du ministère. Donc cette plateforme sera connue s'il y a des tensions d'approvisionnement. Parce qu'après, pour ce qui concerne l'approvisionnement courant des établissements en gants, par exemple, ce qui était évoqué tout à l'heure, on a une autre plateforme, celle-là, qui s'appelle Réunis.fr, hein, donc qui permet d'approvisionner les établissements. D'accord. Donc voilà, je ne sais pas si c'est suffisamment explicite. Mais si, c'est voilà, extrêmement clair, effectivement. Donc les établissements qui ne sont pas encore inscrits, il faut qu'ils se ruent sur le site distrilogsanté.fr, parce que bon, la démarche est un petit peu longue, parce qu'il faut un administrateur, etc., pour pouvoir, en cas de déclenchement d'une livraison parce qu'il y a une tension d'approvisionnement, bénéficier de livraison directe. Hein.
Comme nous le disons beaucoup à la Fédération hospitalière de France, maintenant la clé est dans l'anticipation de toute façon. La clé Absolument. est dans l'anticipation. Les établissements doivent s'inscrire, ils sont 30 000 et il faut éviter la ruée au même moment. En cas de tension, des 30 000 pour s'inscrire. Enfin, il y a déjà un bon flux d'inscriptions sur cette plateforme et voilà, c'est un message qu'on peut passer. Parce qu'effectivement, une des difficultés pendant la crise, c'est qu'on a tous été pris de court. Maintenant qu'on a un petit peu de recul et que vous avez construit un certain nombre d'outils qui permettent d'anticiper et de réagir de manière beaucoup plus vive pendant la crise, il appartient aussi aux établissements de se saisir de ces outils. Absolument. Exactement. Je voudrais, pour terminer notre discussion, qu'on essaie de brosser ensemble, ou en tout cas d'évoquer ensemble certaines pistes sur les leçons que vous avez tirées de la crise et l'avenir justement, alors de l'implication de vos organisations dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, y compris au niveau stratégique, comme l'a dit Bruno Carrière, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'approvisionner les établissements, mais également de sécuriser les capacités de production et d'être sûr qu'on a les capacités justement d'avoir ces matériels et ces équipements. Mais d'une manière générale, quelles leçons est-ce que vous avez tirées et quelles pistes est-ce que vous pouvez dégager pour améliorer la fonction achat et l'approvisionnement dans nos établissements demain? Dominique. Je pense qu'il est fondamental de s'organiser en tirant les leçons de la crise qu'on connaît, dans laquelle on est encore, d'anticiper. Et le sujet, c'est d'être capable de garantir une sécurisation des approvisionnements sur des sujets qui peuvent varier en fonction du type de crise. Parce qu'il y a des crises sanitaires, il peut y avoir des crises dans les transports, etc. Donc là, ce qui me paraît important, s'il y a une idée à faire passer, c'est que je pense que dans l'avenir, ce serait illusoire de construire une organisation qui soit dédiée qu'à la crise, quelque part, l'approvisionnement. Si on veut réussir, il faut vraiment qu'on cale cette organisation de crise sur l'organisation d'approvisionnement courant des établissements. C'est pour ça qu'à travers Réunis, on souhaite vraiment être des partenaires dans la réorganisation qui se mettra en place, parce que nous, on gère le quotidien, quelque part, de l'approvisionnement. À nous deux, on fédère la quasi-totalité des établissements de santé et médico-sociaux. Donc on est capable, je dirais, d'approvisionner en temps normal. Et si on doit, à un moment donné, escalader l'organisation pour faire face à des besoins beaucoup plus importants liés à une crise, il faut qu'il y ait un lien entre nos organisations et l'État qui gère la crise, quelque part. Donc demain, donc je parle sous le contrôle de Bruno, mais à travers Réunis, on souhaite vraiment être dans le tour de table, on pourrait dire, des interlocuteurs qui seront, je dirais, consultés pour mettre en place cette nouvelle organisation. Donc ça nous paraît, enfin moi ça me paraît extrêmement fondamental qu'on soit intégré dans cette nouvelle organisation, qu'elle ne soit pas séparée, qu'il y ait une coordination. Aujourd'hui on a Santé publique France qui est plutôt côté crise, nous côté fonctionnement courant. Voilà, à un moment donné il faut trouver une articulation, ce qu'on a fait d'ailleurs à travers les projets qu'on vient de citer, mais si on veut leur donner une pérennité. Et puis, il n'y a pas que les sujets d'équipement de protection individuelle. Il y a tous les sujets où il peut y avoir une crise. Ça peut concerner le digital, des problèmes d'usines, de médicaments, etc. Mais je laisse Bruno compléter, parce qu'on en parle assez régulièrement ensemble. Donc, toutes les ressources stratégiques, effectivement, d'une manière générale. Donc, Bruno, effectivement. Alors, moi, je dirais qu'il y a plusieurs leçons que nous, on tire de l'épisode. D'abord, nous, on a envie d'interroger la façon dont on achète depuis une dizaine d'années, et on se dit que peut-être le pilotage des achats hospitaliers uniquement par les gains sur achat, comme ça nous est proposé, n'est pas nécessairement quelque chose qu'on doit devoir construire. On devra continuer à consolider des gains sur achat, parce que le quoi qu'il en coûte a un terme, donc évidemment, et on l'anticipe. Mais on pense qu'on a été insuffisamment présent sur la prévention des risques de toute nature. Donc on va interroger toutes nos politiques achats, toutes nos stratégies achats en lui donnant une dimension nouvelle, parce qu'on pense que demain, ça sera une autre crise, autre chose, un autre sujet, et qu'il faudra effectivement avoir dans l'œil, dans la tête et dans l'oreille cette question qui est connue, anticipée, mais dont on ne sait pas exactement comment elle va survenir. Ça, c'est, je pense, un élément fort. Ce n'est pas très nouveau, puisque quand on en discute avec des grandes entreprises françaises, dans le secteur de la santé ou pas dans le secteur de la santé,
Moi, j'ai croisé des grandes entreprises et des directeurs achats qui m'expliquaient que depuis très très longtemps, leur politique achat était pilotée par la gestion des risques. Donc ce n'est que le continuum de ce qu'on fait depuis 15 ans, où on essaye de mettre à niveau les achats hospitaliers des meilleures pratiques des différents secteurs économiques. Le deuxième élément qu'on a pointé ce matin, aujourd'hui, c'est l'apparition du digital dans notre façon de fonctionner. Donc on a parlé des organisations, du numérique, on a parlé de la plateforme de distribution Distribox Santé. On a créé tous les deux une sorte de store, pour prendre un exemple de e-commerce. C'est devenu un vecteur important et il faut qu'on soit présent demain sur ces éléments-là, parce que ça va être un élément d'optimisation des organisations de tout ce qui concerne le back-office. L'idée importante, je crois, à l'hôpital, c'est qu'on optimise le back-office pour redéployer des moyens dans le front office, pour améliorer l'expérience des patients, pour travailler l'expérience des professionnels. C'est un enjeu majeur. Et les achats ne feront pas l'économie d'une interrogation de leur organisation. Comme on dit en anglais, procure to payment. Du contrat, du marché, jusqu'au paiement. Et ça renvoie directement à notre façon de travailler. Beaucoup d'hôpitaux, souvent de petite taille, n'ont pas souvent des équipes ou des organisations. Et quand on leur offre la possibilité de commander directement de façon électronique, ils ont un certain appétit pour ces sujets-là. Troisième élément, c'est la différenciation qu'on doit introduire et compléter dans la réponse qu'on apporte à nos clients. On ne sert pas de la même manière une maison de retraite qu'un grand CHU. Ils n'ont pas les mêmes équipes, les mêmes besoins, les mêmes modalités. Donc il faut aussi différencier de ce point de vue-là. Ça aussi, c'est quelque chose qui est extraordinairement complexe, qu'il faut qu'on apprenne. Le prototype du marché unique pour tout le monde est révolu. Il faut qu'on ait des modalités de déploiement, d'organisation, de services qui accompagnent ces marchés, qui permettent de construire la... Et puis, ce qu'a dit Dominique tout à l'heure, c'est comment on peut être un interlocuteur et mieux articuler notre façon de travailler avec les autorités qui sont responsables de la régulation, qu'il s'agisse hier des EPI pour demain peut-être, des équipements médicaux, puisque est aussi intervenu, aujourd'hui du vaccin. On attend, on espère, on demande, on propose des articulations qui soient plus construites, plus fluides, plus optimales, parce que je pense que c'est l'intérêt collectif à la fois des autorités de régulation et des établissements hospitaliers et de leur personnel. Vous avez tout à fait raison et cette demande, nous la portons également d'associer l'ensemble des acteurs de l'offre de soins et l'ensemble des partenaires de terrain à la construction justement de ces circuits logistiques. Comme vous l'avez très bien dit, la crise, ça a été un stress test. Il ne faut pas que les organisations de crise soient complètement décorrélées des organisations du quotidien, parce que c'est les organisations du quotidien qui doivent permettre de répondre à la crise et non pas une structure qui ne serait pas calée au risque justement d'avoir ce qu'on observe encore aujourd'hui sur les vaccins, notamment certaines difficultés du fait justement de cette décorrélation entre la gestion de crise et la gestion du quotidien. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin peut-être, ou deux petits mots pour clore cette session? Moi, le mot que j'utiliserai pour finir, ce sera vraiment anticipation. Si on n'arrive pas à anticiper, et vous avez construit les outils qui permettent d'anticiper, on n'arrivera pas à surmonter les prochaines crises, parce que comme vous l'avez très bien dit, il y aura d'autres épidémies, il y aura d'autres épisodes extrêmement tendus. Les outils que vous construisez permettent cette préparation, et merci pour votre travail d'anticipation. Si vous avez d'autres mots, n'hésitez pas. Bon, très rapidement, donc la crise a beaucoup appris à nos organisations, et je pense qu'on est entré dans un mouvement de transformation qui tire les leçons de cette crise et qui va permettre de passer à un niveau de maturité achat encore plus important. Merci. Bruno Carrière. Écoutez, merci d'abord de nous avoir proposé ce moment. Moi, je veux dire que ça a été compliqué, c'est une aventure extraordinaire. Il y a plein de choses à créer, plein de choses à inventer. En fin de compte, ça permet aussi de mobiliser toutes les compétences et les envies des entrepreneurs qu'il y a partout dans le réseau hospitalier. Et ça, c'est véritablement très enthousiasmant. Ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir.
espoir et enthousiasme. J'aime beaucoup qu'on finisse sur ces mots-là. Merci beaucoup Bruno Carrière, merci beaucoup Dominique Legouge et merci à tous de nous avoir suivis. Merci messieurs pour votre enthousiasme et vos espoirs. On vous attend maintenant, c'est à vous de poser vos questions, toujours sur ce sujet, et ça se passe sur le chat en direct de Santexpo Live. À tout de suite.